Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui font déjà partie de la famille DMG TV. Donc ça va être long à citer tous les noms. Mais je donne la force et merci pour la force que vous donnez aussi en partageant, en likant, en commentant. C'est important. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG. En fait, j'ai une petite histoire à raconter. J'aimerais que dans des commentaires, les gens m'aident un peu à comprendre. C'est une histoire, c'est un truc qui s'est passé depuis je n'avais que 7 ans. Je suis dans une famille de 7 enfants. Je suis le 5e enfant. Mon père vivait ici à Douala avec ma mère. Avant que mon père ne parte en retraite, on vivait tous à Douala. Bon, pendant les vacances, mon père nous séparait. Mon père envoyait 3 enfants au village de ma mère parce que ma grand-mère vivait seule là-bas. Et les 4 autres enfants partaient avec ma mère dans le village de mon père. C'est comme ça, une année, ma mère, une année, on décide de nous séparer comme d'habitude. Ma grand-sœur, mon grand frère et moi, on nous envoie au village de notre mère, aider notre grand-mère. Ma mère, elle n'est pas avec nos autres frères dans le village de mon père. On était là. En ce moment, il n'y avait pas encore la lumière dans le village de ma mère. Il n'y avait pas encore la lumière. Bon, nous alors, nous sortons de la ville. Nous ne sommes pas habitués à dormir de 19 heures parce qu'il fait noir. Nous sommes habitués à veiller. Bon, du coup, notre père nous avait apporté le ludo, les cartes, donc les petits trucs pour nous distraire. Donc, c'est avec ça qu'on perdait le temps en soirée avant que le sommeil ne prenne chacun de nous. C'est comme ça, un soir, on finit de jouer le ludo. Mais puisque notre grand-mère, elle ne supportait pas, donc 18h30, 19h, grand-mère dort déjà. Ma grand-soeur, mon grand frère et moi, nous sommes là au salon, nous sommes en train de jouer au ludo. On fait de jouer au ludo vers 22h30. On regarde notre chambre, on dormait à 3 sur le même lit. Mais ma grand-soeur avait tellement peur. Donc, c'est moi qui dormais toujours devant. Si ce n'est pas moi, c'est mon grand frère qui dort devant. Ma grand-soeur dormait, elle occupait toujours la place du milieu. Donc, elle dormait entre nous deux. Un jour, on entre dans la chambre. Moi, je n'avais pas un sommeil facile. Donc, quand je monte sur le lit pour que le sommeil me prenne, il faut 30, 45 minutes, voire 1 heure de temps. On monte sur le lit, ma grande soeur, le sommeil l'emporte, mon grand frère également. Moi, je reste là, mon esprit tourne, mais j'ai les yeux un peu fermés. Je cherche aussi le sommeil, mais le sommeil ne vient pas. C'est comme ça que je ressens d'abord une présence au salon. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, j'ai peur, ça va passer. Après, je ressens le bruit d'une assiette au salon. On avait une assiette qu'on mettait là, en bas de la table. L'assiette là portait les éponges, le savon, donc en fait les trucs pour faire la vaisselle. Je sens comme si quelque chose a bousculé cette assiette. Je me suis dit aussi que peut-être c'est la souris. Après quelques secondes, je ressens comme si un grand vent est entré dans la chambre où mes frères et moi on dormait. Après je vois la présence de quelqu'un. Même pas la présence, je vois cette personne, mais avec le visage caché, avec une croix au niveau du front, une croix noire au niveau du front, une croix bien dessinée au niveau du front, vêtue en blanc, à une grande robe blanche. Cette personne, quand j'ai ressenti quand j'ai eu la chair de poule, je me suis retournée, je ne regardais plus de l'autre côté du mur, je me suis retournée, j'ai serré mes frères. Mais quand cette personne est montée sur le lit,
Cette personne m'a retourné. Il m'a mis face à lui, à elle. Qu'est-ce que cette personne faisait? Elle tombait sur moi. Elle frottait ses mains. Elle retombait sur moi. J'ai voulu commencer à prier. Notre Père qui est aux cieux. La voix ne sortait pas. Je n'arrivais même pas à sortir un mot de ma bouche. Je n'arrivais pas à bouger. J'étais inerte. J'avais tellement peur. J'ai commencé à vouloir méditer dans le cœur. J'avais tellement peur. J'ai commencé, je ne sais pas tout ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire. Cette personne continuait toujours le même geste. Frotter ses mains, tomber sur moi. Frotter ses mains, tomber sur moi. À un moment, je me sentais déjà fatiguée. J'étais essoufflée. Jusqu'à un moment, ma grande soeur, c'est comme si elle s'est retournée. Elle a constaté que j'avais peur, mais je ne suis pas. Elle n'a pas constaté elle n'a pas constaté qu'il y avait quelqu'un sur moi. Mais puisque je bougeais, elle a constaté que j'avais peur. Elle m'a dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Cette personne continuait à faire le frottement de ses mains et retomber sur moi. J'ai profité quand cette personne s'est levée sur moi pour frotter ses mains pour une énième fois. J'ai crié Mbombo, chez nous Mbombo en bassa veut dire grand-mère. J'ai crié Mbombo. Quand j'ai crié comme ça, là, 1 minute plus tard, ma grand-mère est entrée dans la chambre. Quand ma grand-mère est entrée dans la chambre, j'ai vu comme si cette personne se quittait sur mon corps, sortait. Moi seul, je voyais la personne sortir. Mais c'est comme si les autres ne voyaient pas. C'est comme ça que je dis à ma grand-mère que. Ma grand-mère me dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que Mbombo, il y a quelqu'un qui est entré dans ce. Il m'a fait ceci, il m'a fait ça. On me dit que si tu as peur, il dit que Mbombo, je n'ai pas peur. Voilà ce qui s'est passé. Il me dit non. Elle me dit donc dors. Donc depuis, quand j'essaie même d'expliquer ça à ma mère me dit que peut-être que c'est un rêve que tu avais fait. Mais moi, consciemment, je sais que ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose que j'avais vécu. En fait, c'était ma petite histoire. Bonne journée. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Partagez, likez, commentez. Alors, j'ai une histoire. L'histoire se passe au Gabon, dans une province du Gabon. Une jeune fille qui gère un bar. Elle gère un bar, on va appeler la fille Annie. Et le propriétaire du bar, on va l'appeler Marc. Annie gérait le bar de Marc. C'est comme ça qu'un soir, elle a eu un client, un jeune homme, beau, élégant, véhiculé et tout. Il est venu avec des amis. Et Annie l'a tapé dans l'œil. Et elle aussi, le gars l'avait tapé dans l'œil. C'est comme ça que le gars, il est revenu après. Il est devenu un client fidèle. Et à chaque fois qu'il venait, il faisait la cour à Annie. Et tout, après, Annie a accepté les avances du gars. Le gars s'occupait d'elle. Il donnait des sous et tout. Mais Marc, le propriétaire du bar, voyait le gars. Il ne voyait pas clair. Il disait à Annie, tu sais, je te prends pour une soeur, une fille. Mais ce gars-là, il ne m'inspire pas confiance. Mais elle ne voyait rien. Mais dans tout ça, il n'avait pas encore eu de rapport. Annie n'avait pas encore eu de rapport avec ce jeune gars. Comme ça qu'un soir, le gars l'appelle dans la journée d'abord. Tu finis à quelle heure? Elle a donné l'heure. Elle a dit ok, je vais te chercher, on va passer du temps ensemble. Elle était contente, puisque le gars s'occupe d'elle sans jamais rien lui demander. Et que si aujourd'hui il lui demande quand même, elle va tout lui donner. C'est comme ça que le gars est venu le chercher après le boulot. Ils sont allés dans un motel de la place, réputé aussi. C'est comme ça que, arrivés à l'hôtel, ils sont arrivés à l'hôtel dans les 23 heures. Le gars a dit à la go, va d'abord te débarbouiller. La go est partie, elle s'est débarbouillée et tout et tout. Elle est venue, elle portait une serviette, juste la serviette, elle n'avait rien dessous. C'est comme ça que le gars a dit, ok d'accord, je veux aussi aller à mon tour.
Il est entré dans la salle de bain. Il a allumé le lot. 23h, 24h, le gars était toujours dans la douche. Elle s'inquiétait, elle a commencé à appeler. C'est comment ça va? Oui, ça va. Donc du coup, elle s'assoupit. Quand elle s'assoupit comme ça, elle se réveille. Il est déjà 1h du matin, 2h. Et c'est comme ça que son téléphone sonne. Le téléphone de la fille sonne. Il appelle, c'est son grand frère. Son grand frère lui demande, tu es où? Elle dit non, je suis à la maison. Le grand frère lui dit non, tu n'es pas à la maison. Là où tu es, peu importe ce que tu fais, pars de là parce que tu es en danger. Donc du coup, le gars qui est dans la douche, il a entendu la conversation. En fait, il a senti tout ce qui s'est passé. Il a senti que la go voulait partir. D'un coup, elle n'a rien compris. Elle s'est retrouvée nez à nez avec le gars. C'est que le gars, du cou jusqu'au pied, était transformé en serpent. Donc, il ne restait que la tête. Le gars l'a enroulé. Et il s'est mis, sa tête s'est retrouvée face à face avec la tête de la go. Elle a eu tellement peur qu'elle n'a même pas pu crier. Elle a juste fait pipi, fait caca là d'où elle était. Elle était en train de le regarder. Il se regardait les yeux dans les yeux. Et c'est comme ça, en le regardant, elle a regardé dans un coin de la chambre. Elle a vu sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a dit, ris. Ris. Ris, ris, ris. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise arrière. Quand elle s'est mise arrière comme ça, le gars lui demande, tu ris quoi? Tu ris quoi? Quand elle a commencé déjà à marier, le gars a commencé à lui desserrer légèrement. Elle a dit non, tu ne me fais pas peur. Ce que tu fais là, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, donc tu ne me fais même pas peur. Le gars a demandé, c'est faux, tu mens. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Il a senti la présence de la grand-mère de la fille. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui te demande de faire ça. Il a desserré la fille. Il a desserré. Il est retourné dans la douche. Il s'est retransformé en être humain. Il est venu. Il a ramassé les choses de la fille. Il a chassé la fille. Elle dégage. Donc elle est sortie de la chambre d'hôtel à poil, avec tout ce qu'elle avait fait sur elle. Il a pris les habits de la go, il l'a jeté. Comme ils étaient à l'étage, il l'a jeté. Donc elle est descendue de l'étage jusqu'en bas, à poil. Et c'est comme ça que le gardien lui a vu. Il a dit, oh ma soeur, c'est comment? Le gardien lui a donné un petit chiffon là pour porter. Et le gars après, il est descendu, il a suivi la go jusqu'en bas. Et il s'est mis à genoux devant il. Lui a supplié de ne rien dire. De ne dire à personne que même si tu racontes l'histoire, ne dis jamais mon nom. Et la go a accepté, elle est partie. Et après ça, elle allait à l'église. Elle allait faire genre la confession. On lui a dit, mais il faut que tu dises le nom. Elle ne peut pas dire le nom du gars parce que le gars a dit, si elle dit son nom, il va mourir. Et finalement, si tu ne dis pas ta confession, non, ça veut dire que tu n'es pas délivré. Et elle dit qu'elle voit souvent le gars. Elle voit souvent le gars ici, dans la province, dans la ville, il se balade, il est avec des nouvelles filles et tout. Donc, le but c'était quoi? Quand le gars lui a surpris et tout, quand il lui a attaché, elle était censée crier, avoir peur. Et si elle criait, il allait prendre son âme. Il allait prendre son âme et elle allait devenir folle. Mais comme elle n'avait pas crié, son plan n'avait pas réussi. Ça n'avait pas marché. Donc c'était un peu ça, tout ce qu'il prenait par or, parce que c'était un bel homme, un jeune gars bien véhiculé et tout, qui a de l'argent. C'est un beau garçon. Tout ce qu'il prenait par or. Et quand on me conseille, apprenons. Quand on me conseille, apprenons à écouter un peu les conseils, parce que le patron, le propriétaire du bar lui avait déjà dit que non, ce gars ne m'inspire pas confiance. Mais elle s'était entêtée. Bon,
c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG encore une fois et bonsoir à tous les auditeurs de DMG et surtout à l'équipe DMG, bien évidemment. Bon, excuse, je vous fais cet audio depuis Kinshasa. J'ai voulu moi aussi apporter ma participation à l'émission pour vous remercier, vous encourager par rapport à ce que vous faites. Alors, j'ai une expérience et une histoire. Mon expérience, au fait, je bénis Dieu parce que je me rends compte que j'ai frôlé peut-être quelque chose de grave que je ne savais pas. À cause de ces histoires, j'ai vraiment réalisé que les mystiques, en fait, les dehors est risqué comme on le dit souvent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais quelqu'un, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a abordé et qui m'a présenté vraiment les signes d'amour, qui disait m'aimer et que j'aimais bien aussi en retour, que je m'aimais vraiment beaucoup d'ailleurs. Alors le monsieur ne cessait de me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait m'épouser. Et moi, ça m'arrangeait déjà, ça m'arrangeait. Mais seulement, moi, je ne voulais pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Bon, je lui dis, ok, d'accord, puisque tu vas l'épouser, alors attendons le mariage. Lui, il me disait, non, moi, je veux vraiment avoir des relations sexuelles avec toi, je veux te connaître avant de t'épouser. Moi, je lui dis, non, c'est pas possible. Alors, ça créait vraiment beaucoup de tension entre nous. Ça créait vraiment beaucoup de tension. Et là, il est arrivé qu'on ait des flirts, ce qu'on appelle les préliminaires avant d'avoir de relations sexuelles. On a eu une habitude de flirter. Alors, il s'est passé quand même quelque chose d'étrange. Quand on a fini, on a flirté. Bon, moi, je voulais vraiment pas arriver jusqu'au bout. J'ai refusé, carrément. Alors, on a arrêté. Quand on a arrêté le flirt, le monsieur me dit, permets-moi de te nettoyer en bas avec le papier, soit une lingette. Moi, je lui dis non. Il me dit, s'il te plaît, permets-moi de te nettoyer et tout. Bon, moi, je lui dis non carrément parce que moi, dans ma tête, quand je lui disais non, en fait, figurez-vous que il a fait ça comme ça à 2 reprises. Il a insisté dans la maison où si je voulais vraiment pas aller jusqu'au bout, il devait quand même me nettoyer. Bon, moi, à l'époque, je me disais, bon, c'était par amour qu'il le faisait, qu'il me le demandait, bien sûr. Je me disais que c'était par amour, qu'il voulait à tout prix me nettoyer en bas, et je voulais pas. Mais aujourd'hui, avec toutes ces histoires, je comprends qu'en vrai, il n'y avait pas d'amour parce que finalement, il a fini par rompre. Il a vraiment fini par rompre et il a rompu d'une manière vraiment brutale, humiliante, si je peux le dire, dans la maison où il rentre aujourd'hui et dans une semaine ou deux. Et le jour où il a rompu, c'est un jour où il m'a vraiment forcé d'avoir de relations sexuelles. J'ai refusé et il m'a chassé de chez lui. Après, 2 semaines après, il avait fiancé une autre fille. Après, il s'est marié avec cette fille. C'est vraiment quelqu'un de très prospère. Mais je bénis quand même Dieu. Je me dis aujourd'hui, avec toutes ces histoires qui se passent ici, je me dis peut-être que le monsieur voulait retirer quelque chose de chez moi. Je ne sais pas quoi, mais je bénis Dieu que tout cela ne soit pas arrivé en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre team. Merci beaucoup pour ce gros travail que vous abattez pour garder les esprits en éveil et pour sensibiliser. Que le Seigneur vous bénisse en retour pour tout ce que vous faites. Après avoir écouté vos histoires, j'ai eu à cœur d'apporter ma petite contribution de mon vécu personnel. En fait, quand j'étais enfant,
dans ma petite enfance. Je vivais avec ma famille dans le centre-ouest de mon pays. Puis du coup, avant mes 7 ans, disons, j'ai un grand cousin qui était fonctionnaire dans une ville de l'intérieur du pays, qui est venu voir mes parents disant qu'il voulait disons, m'adopter, il voulait m'avoir avec lui parce qu'il m'aimait beaucoup et que j'étais très intelligente. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et après le mois de juillet, et pendant les vacances, il est venu me chercher et il m'a emmené avec lui dans sa ville à lui. Et j'ai commencé ma petite vie d'innocente. Je suis restée là-bas jusqu'à mon adolescence. J'ai fait mon primaire et mon collège dans cette ville-là. Puis une fois comme ça, j'avais idée de rien. Du coup, c'est comme si je pensais pas trop à ma famille sur le coup, vu que j'étais bien traitée. Sur le coup, je pensais pas trop à ma famille. Lui, c'était mon papa et puis sa femme qui était un petit peu sa cousine éloignée, était aussi ma parente. Du coup, je me sentais pas étrangère, fait que je faisais partie intégrale de la famille. Donc, je me sentais ainsi et puis tout était beau. Puis après ça, il y a eu la séparation avec sa femme et puis il a rencontré une autre jeune femme de la région où il était en fonction. Et c'est là que tout a basculé. Et cette nouvelle conjointe-là, vraiment, nous traitait tellement mal que du coup, c'est elle qui, à chaque fois qu'elle me réprimandait, elle me faisait savoir que je n'étais pas l'enfant du monsieur, là, de mon cousin. Moi, j'ai toujours pensé que c'était mon père. Fait que, comme ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à faire attention. Je voyais qu'effectivement, on n'avait pas les mêmes noms de famille avec lui et ses enfants. J'ai commencé à faire de petites recherches et du coup, j'ai commencé à fouiller dans les agendas de mon père adoptif. J'ai commencé à fouiller dans ses agendas et puis c'est là que j'ai découvert pas mal de choses. Et dans mon pays, vu que quand tu obtiens l'entrée en 6e avec une certaine moyenne, tu as droit à une bourse d'études qui était de 12 000 francs. Quand j'ai pu avoir ma bourse d'études, je l'ai gardée et j'ai demandé à une personne qui... À l'époque, il y avait comme des mamans d'école là, dans nos collèges. Fait que j'ai demandé à ma maman d'école de m'aider à retrouver ma famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je suis allée, j'ai retrouvé ma famille. Elle m'a aidé à retrouver ma famille, ce que j'ai fait. Je me suis rendue à la capitale de la ville où j'étais. J'ai emprunté un car, je me suis rendue à la capitale. Et de là-bas aussi, j'avais tout marqué sur papier, jusque dans mon village. Vu que c'était les vacances, évidemment, tout le monde était rentré dans le village natal. Et donc, je suis arrivée à la cour familiale. Personne ne me reconnaissait là, parce que j'étais devenue une jeune fille. Et c'est comme ça que je me suis présentée dans les nouvelles. C'est là ils ont commencé, oh c'est toi, on t'a même pas reconnu, si on t'aurait vu quelque part, on t'aurait dépassé, tu as tellement grandi, et puis patati patata. Puis moi, tout euphorique, là, j'avais hâte de voir, dans le fond, j'avais hâte de voir mon père. J'ai toujours fantasmé sur mon père, je posais des questions, et papa, est-ce qu'il est devenu vieux, comment il est devenu, et puis tout euphorique, toute contente, là. Puis on m'a dit non, papa, il est allé, vu qu'il n'avait pas transféré ses comptes, il est allé dans sa ville pour prendre son salaire. Il va mettre 2 à 3 jours. C'est ainsi que j'ai pris le temps d'attendre impatiemment jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est comme ça, la journée où il est arrivé, c'était en soirée. Moi, j'étais avec ma mère à la cuisine en train de nous affairer pour la préparation du repas du soir. Et puis on m'a dit, oh, papa, il est arrivé. J'ai couru là avec une joie immense. Papa, j'arrive. Quand mon père me voit, il me dit, je dis bonjour papa. Il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tiqué. J'ai dit, voyons, c'est quoi c'est... Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a demandé de venir? Je suis tombée des nues.
je ne savais plus où j'étais, je savais plus, mon sang a fait un tour dans mon corps. Je me demande, mais voyons, pourquoi il me pose ces questions? J'avais même pas le temps de réfléchir afin de lui trouver des réponses. J'étais comme, qu'est-ce qui ne va pas? Puis du coup, il a commencé à non, toi tu fais plus partie de mes enfants, je n'ai plus rien à voir avec toi, j'ai déjà voté le budget de mes enfants, tu fais pas partie de mes enfants, je sais pas si c'est ta mère qui t'a demandé de venir, ben elle va s'occuper de toi, c'est à elle de te prendre en charge, j'ai rien à foutre de toi, je t'ai donné, c'est fini, et tu fais plus partie de ma famille. Oh, ok. Fait que du coup, j'avais rien d'autre à faire que de pleurer. J'ai pleuré longtemps, longtemps, et puis après ça, je ne sais même pas comment j'ai fait pour disparaître de sa vue, mais en tout cas, je me suis retrouvée à un moment donné que je n'étais plus devant lui. Et depuis le jour, là, mes vacances ont commencé à se passer très, très mal. Je me posais plein de questions en tant que jeune adolescente qui rêvait de retrouver sa famille. Du coup, je suis aussi mal accueillie, fait que vraiment, là, c'était un gros choc pour moi. Mais j'ai passé toute la nuit à pleurer. Ma mère me dit non, arrête de pleurer, tu pleures pourquoi? Et je suis là, je vais m'occuper de toi et t'inquiète pas. Et le monsieur, lui, il n'arrêtait pas de me répéter. Là, chaque fois qu'il me croisait dans un coin ou un coin de la maison, il me le disait, toi, j'ai plus rien à voir avec toi. Tu ne fais plus partie de ma famille. Donc, va juste voir avec ta mère. Je ne sais pas qui t'a fait venir, mais en tout cas, moi, je t'ai oublié, c'est fini. Ok, fait que du coup, j'ai commencé à l'éviter tout le temps de mon séjour. Et puis, c'est un monsieur qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la terre. Il était fonctionnaire, il aimait beaucoup la terre. Fait que à chaque fois qu'il avait de petits congés, il allait dans ses plantations pour travailler. Et là, il s'apprêtait à partir avec sa famille. Et ma mère me dit, mais vas-y avec ton père. Ton père, il dit des choses qu'il ne pense pas. Fait que va avec lui, là, reste avec... il était polygame au passage. Fait que va avec lui, puis reste surtout auprès de sa dernière conjointe, là, aide-la un peu dans ses petits travaux domestiques et puis accompagne-la, soit ses petits soins. Elle seule pourra le convaincre. Je dis ok, fait que c'est ce que j'ai fait, je les ai suivis, malgré que le monsieur m'a interdit de venir avec eux, je les ai suivis. Et une fois arrivée, et dans les campements qui étaient à disons un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, là, vraiment dans les forêts denses, je n'aimais pas trop la nourriture qu'ils nous offraient. Et vu que ma mère ne restait pas loin, elle aussi, elle était dans un champ voisin. Donc, je me cachais des fois pour aller... parce que les autres m'avaient montré où est-ce qu'elle était. On traversait une petite rivière pour s'y rendre, fait que les autres m'avaient déjà amené, fait que je savais c'était où. Fait que de temps en temps, j'allais voir ma mère, je mangeais là-bas pour le repas du soir et puis je revenais. Et c'est comme ça, une fois, j'ai mis un peu de temps. Et en revenant, mon père, il était déjà revenu du champ et il m'a demandé d'où est-ce que je venais. Je lui ai dit que j'allais voir ma mère. Puis il m'a dit, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir chez ta mère, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Retourne chez elle parce que moi, je ne veux plus te voir ici. Déjà que je ne voulais pas que tu reviennes ici et en plus, tu me désobéis en allant du côté de ta mère. Fait que retourne vers elle, moi, je ne veux pas te voir. Et tout en pleurs, toute seule dans la nuit noire, j'ai pris la route. Et en allant, en fait, il y a une petite rivière qui sépare les deux campements, celui de ma mère de là où on restait chez mon père. Et du coup, il y avait un tronc d'arbre qui servait de pont. Et en traversant la rivière, moi, innocemment, là, je me suis mise à pleurer. Et je suis allée chez ma mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis allée. Mon père, il m'a renvoyé. Il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir que de revenir chez toi. Ma mère me dit, non, vas-y, moi, je ne peux pas prendre l'engagement de te garder. Et retourne chez ton père. Et donc, ça faisait, mettons, 2 à 3 tours que je faisais entre les deux campements, dans la nuit noire, toute seule. Et du coup, je pleurais. Oh, j'ai personne. Dans mes pleurs, je disais, oh, j'ai personne, j'ai ni père ni mère, je suis seule au monde, j'ai personne, je pleurais. Et puis après ça, je suis retournée pareil, là, je me suis trouvée un coin, j'ai attendu que mon père soit couché.
puis je me suis trouvé un petit coin dans la maison pour aller me coucher. Et après cela, effectivement, mon père, après ça, on a passé les semaines, ou je ne sais plus, un mois ou quoi. Là. Et puis, les choses sont passées comme ça. Puis nous sommes revenus au village. C'était la période des rentrées des classes. Fait qu'il avait tenu des réunions avec ses enfants. Et je me rappelle, ce soir encore, nous étions tous assis dehors dans la grande cour en train de causer, de bavarder, de tout et de rien, de raconter des blagues entre frères. Mon père est venu, il a cité tous ses enfants pour aller assister à la réunion, sauf moi. Et là encore, j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. Et ça s'est passé comme ça. Après la réunion, il leur a donné leurs enveloppes. Puis le matin à 5 heures, il est parti en ville. Ça veut dire que vraiment, là, il respectait sa parole, comme quoi je faisais plus partie de ses enfants. Et là, ma mère s'est débrouillée, elle m'a donné quelques sous qui ne suffisaient pas, mais j'ai pris ça, puis je suis partie. Et pour en venir, c'est plus tard, des années plus tard, que je vais découvrir en fait que en traversant cette fameuse rivière, il y a un démon, un génie de l'eau ou je sais pas quoi là qui m'a possédé. En fait, dans les années 2000, en 2004, je suis allée dans un pays voisin avec une amie. C'était son pays d'origine, mais elle est née dans mon pays, celle-là. Je suis allée avec elle pour un problème de passeport. Et arrivée là-bas, la première nuit déjà, alors qu'on dormait, j'ai eu une attaque dans la nuit. J'ai reçu comme 2 poignards d'armes blanches dans mes côtes droites. Et du coup, j'ai crié, j'ai sursauté, je me suis levée de mon sommeil. Oh, on m'a piqué, on m'a piqué. Et elle dormait fortement. Après ça, j'ai eu tellement mal, mais je me suis rendormie. J'ai essayé, j'ai prié, parce que j'étais devenue chrétienne. J'ai prié et je me suis rendormie. Puis après ça, le matin, je commençais à vomir du sang. Quand je mouchais du sang. Puis j'ai demandé à mon amie, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Regarde ce qui se passe. Elle dit, peut-être que c'est le changement des climats. J'ai dit, mais le changement des climats, nous sommes venus toutes les deux d'ailleurs. Comment se fait-il que c'est à moi seul ça arrive? Et après, tout ça s'est tellement dégradé. Je me suis retrouvée à l'hôpital, dans des camps de prière, dans un pays étranger. De peu, je mourrais comme un poulet sans propriétaire là, à l'étranger. Bon, bref, je passe dessus. J'ai fait environ 3 à 4 jours de maladie. Et mon amie m'a abandonnée dans son pays. Et elle est rentrée dans le pays où nous résidions. Et je vous assure, quand je suis revenue chez nous, dans mon pays, plus tard, là, toute seule, abandonnée, quand je suis rentrée dans mon pays, j'avais l'air d'une cadavre. En 4 jours de maladie, j'étais méconnaissable. Et plus tard, les choses ont empiré. Après, c'est tombé dans la paralysie. Je commençais à avoir mal aux côtes, mal aux hanches, mal aux jambes. Tellement de choses que du coup, je me suis retrouvée dans la paralysie. Avec une paralysie. Et dans la maladie, Dieu qui m'aime, qui nous a toujours aimés. Et au passage, je voulais dire qu'avant d'effectuer le voyage, il y a une servante de Dieu que je connaissais, mais pas assez, qui m'avait appelé pour me mettre en garde. Le Seigneur dit que tu veux effectuer un voyage, mais il ne faut pas y aller parce que ça ne sera pas bon pour toi. Mais j'ai ignoré, je me suis même plaint. Puis j'ai murmuré, je me disais, oh, moi, les affaires des servantes de Dieu avec leurs prophéties, là, non, je ne suis pas d'accord pour ça. Mon ami et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, on était ensemble dans le monde, aujourd'hui on s'est convertis, il n'y a pas une servante de Dieu qui sort de nulle part pour venir me dire de faire attention à elle et tout ça. J'ai pas aimé, fait que j'ai murmuré avant de partir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne m'a pas laissé mourir. En fait, mon ami, avec l'accord de ma famille, qui était en train de vouloir m'achever, de vouloir me tuer.
Et donc, revenu au pays, il y a une servante de Dieu, une autre servante de Dieu à qui le Seigneur avait parlé, qui est venue me chercher, qui m'a amené dans l'église qu'elle fréquentait, et une église de feu. Et c'est là-bas, et j'ai resté chez elle, j'habitais chez elle, parce que j'étais vraiment en perte d'autonomie, là. Et donc, c'est étant avec cette dame-là, avec les prières de feu et autres, que j'ai réappris à marcher. Et puis, une nuit, alors que je dormais, c'est là que je vais avoir une visitation divine. Et cette nuit, dans mon sommeil, il était, disons, 4 heures du matin, parce qu'elle avait une aidante de maison, là, que je vais appeler, qui s'est levée à 4 heures ou 5 heures pour préparer ses choses pour aller vendre. Et c'est là que j'étais couchée, et puis du coup, j'ai commencé à sentir comme un volcan dans mon corps intérieur, alors que c'était ma délivrance. Du coup, j'ai eu tellement peur, je me suis recroquevillée fortement sur moi comme un fœtus. Mais le vent était tellement fort et je sentais, je bougeais, étant couchée sur le matelas, je bougeais, mon cœur était secoué. Tout mon corps était secoué, grelottait, secoué fortement. Et c'est comme un démon. Et je voyais, en même temps, je voyais en vision. Et pendant ce temps-là, je me revoyais adolescente en train de marcher dans cette forêt noire, sur cette rivière, en train de traverser la rivière en pleurs. Et c'est à ce moment-là que ce démon est rentré en moi. Et j'ai vu ce démon sortir par mes narines. Quand il est sorti, j'ai vu le sang. Tellement, quand il est sorti, j'ai pensé qu'il allait m'emporter. Il est sorti avec violence. Et du coup, j'ai commencé à saigner du nez. Je me suis levée, j'étais faible, je marchais, je faisais de petits pas, mais je n'étais pas aussi forte. Fait que du coup, j'ai voulu me lever pour courir, mais j'étais tellement faible. C'est comme si il y avait une masse d'une tonne qui vivait en moi. Je me suis sentie légère, comme du coton. Et du coup, je me suis adossée au mur. Et c'est comme ça que la fille de maison de maman est venue, maman que je l'appelle, est venue m'aider. Et elle m'a demandé pourquoi tu pleures. Je ne pouvais même pas parler. Elle m'a aidé, elle m'a ramené dans la maison pour me faire asseoir. Et en fait, c'est ça. Ça a été un gros choc, ça a été une grande délivrance. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a visité, parce que cette délivrance-là, même aucun pasteur, je ne pense pas, pourrait. C'était une position très, très, très forte. Et vraiment, c'est le Seigneur, par sa miséricorde, qui a vu ma souffrance, qui m'a délivrée. Fait que je ne sais pas ce que ces démons a gâché dans ma vie. Mais pour vous le dire, là, si je veux vous conter ma vie, c'est vraiment une histoire. Je vais écrire un gros livre. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Vivre comme un poulet sans propriétaire dans ce monde-là. Heureusement, Jésus est venu pour nous autres. Heureusement, il m'a racheté par son sang. Et il m'a donné une nouvelle vie aujourd'hui. Je lui rends grâce parce que tout est beau, tout est bien. Mais quand j'écoute les histoires là, que les personnes racontent, je me dis waouh, ça aurait pu être moi, parce que j'avais aucune protection de mon enfance jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ma majorité. Je n'avais aucune protection. J'étais avec des gens, mais c'est comme si j'étais seule. Vraiment, j'ai dit aux parents de Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Bonjour, DMG TV. Bon, mon histoire, c'est quand j'étais encore au lycée. En classe de 6e, 5e et 4e. Voilà. J'étais avec 2 filles.
Je sais que non, quand je vais expliquer cette histoire, les deux filles vont se reconnaître. Voilà. Mais c'était en 94, 95, un truc comme ça. Donc, elle était encore plus petite. On était encore petite. Mais moi, j'étais la plus âgée et la plus têtue. L'autre elle était la plus timide. Et il y avait la deuxième qui était la plus bavardeuse. C'est elle qui nous faisait rire, qui nous faisait embrouiller. En tout cas, elle faisait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire rire tout le monde. Même les professeurs les faisaient rire. Donc, DMG TV. À l'école, vous savez souvent, bon, pas souvent, en réalité même, dans les écoles, quand on finit de faire les cours pour aller déjeuner, dans les écoles, il y a des endroits où les femmes vendent. Voilà. Donc, il y avait un coin dans le lycée où les femmes vendaient. Il y avait des femmes qui vendaient du pain, d'autres vendaient la tchéké. Non, il y a des femmes qui vendaient du pain, mais il y avait une seule dame qui vendait la tchéké. Et puis, les autres, il y a d'autres femmes qui vendaient des galettes. D'autres aussi, c'était... Bon, il y avait un peu de tout, hein. Qu'est-ce que... D'autres vendaient du placali, de la tchéké, du pain, des galettes, tout et tout. Donc, la dame qui vendait la tchéké, au début, quand nous on a commencé à faire la 6e là-bas, elle était la seule à vendre la tchéké. Donc, quand on allait en 5e, il y a une autre dame qui est venue vendre la tchéké. Mais l'autre dame qui est venue vendre la tchéké ne gagnait pas trop de clientes. Donc, ça faisait que la dame a arrêté en 5e. Quand nous on est arrivé en 5e, la dame a... Bon, quand on devait aller en 4e, la dame a arrêté de vendre la tchéké. Donc, c'était la première qui vendait toujours. Mais le problème que DMG TV, c'est que quand je suis allée dans l'école pour faire la 6e et j'ai croisé ces deux filles-là, quand on partait manger, nous on attendait toujours quand tout le monde rentre en classe. Puis c'est là nous on sort, moi et les deux filles là pour aller manger. Donc on était tout le temps en retard. Et donc, j'avais remarqué quelque chose sur la dame. Et cette remarque, j'ai toujours fait cette remarque-là aux filles. La dame là n'est pas claire. Parce que comment la tchéké qui est chère ou le poisson qui est cher? Parce qu'il y avait des hommes dehors qui vendaient la tchéké comme les Aoucha, chez nous en Côte d'Ivoire. Mais le poisson thon est cher. Mais la dame là, elle arrivait à vendre le poisson à 25. Souvent même tu n'as que 100 francs, elle te donne 2 poissons à 25. Oh, toi-même, quand tu regardes le poisson, tu sais que le poisson ne peut pas coûter 25. Mais la dame te donne à 25. Et quand tu dis tu veux la ticket, elle te donne la ticket 25. Oh, quand tu vas dehors pour acheter la ticket, si ce n'est pas 50 francs, tu ne peux pas avoir la ticket. Et le poisson, si ce n'est pas 100 francs ou 75, tu ne peux pas manger du poisson thon. Il n'y en a pas même. Donc la dame vendait la ticket là. Donc moi j'ai fait la remarque aux filles pour dire, vraiment la femme n'est pas claire. Les filles commençaient à dire, oh, toi tu aimes trop imaginer des choses. Et toi toujours tu vois des choses. Et je disais aux filles là, non, c'est pas parce que je vois toujours des choses, hein, mais la dame là n'est pas claire. Puis regardez bien sa bouche. Les filles me disent, regardez sa bouche. Comment on va regarder sa bouche? Non, regardez sa bouche. À chaque fois que la dame met la main dans la ticket, sa bouche commence à marmonner. Genre sa bouche bouge. Sa bouche commence à marmonner. Ses lèvres, sa bouche était fermée, mais ça bougeait d'une manière comme s'il y avait quelque chose dans sa bouche. Mais une fois qu'elle laisse la ticket, DMG, il n'y a plus rien. Surtout quand elle veut faire la monnaie, sa bouche ne bouge plus. Ou bien quand elle veut parler à quelqu'un pour dire non, tout le poisson sentait brûler, sa bouche ne parle plus. Donc à chaque fois, je disais ça aux filles, à chaque fois. Et on allait en 5e. Donc on allait en 5e, on a vu une nouvelle femme venir vendre la ticket. La nouvelle femme qui venait vendre la ticket, la femme voulait faire comme la dame qui vendait le poisson à 25, mais elle n'arrivait pas. Au début, elle a commencé à vendre son poisson aussi 25. Mais elle a vu que non, 25, là, ça ne l'arrangeait plus. Donc, elle vendait maintenant à 50. Et puis, elle faisait la ticket 50. Donc, ça faisait que les clients ne partaient pas chez elle.
Mais moi j'ai forcé mes copines jusqu'à aller manger chez la deuxième femme. Et mes copines ont trouvé que c'était pas doux, ou bien il y avait trop de mouches chez la dame, il n'y avait pas trop de clients parce que ça n'était pas doux, tout et tout. Mais moi je forçais souvent les filles à aller manger là-bas. On a mangé plus de combien de fois là-bas. Mais le problème est que quand on a commencé à aller manger chez l'autre dame, la première dame a commencé à nous regarder d'un regard noir. Et souvent même quand on veut aller manger comme ça, que les filles veulent manger chez la première, moi je dis non, je vais manger chez la deuxième. Et puis la dame me dit, toi tu commences à changer, hein. Pourquoi tu fais comme ça? Et quand tu viens ici, souvent ici, je ne te donne pas 2 ou 3 poissons. Je dis oui, je sais, mais aujourd'hui je vais manger chez la dame. Et la femme me dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas gâter notre amitié, hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme ça? Je lui dis, ah maman, moi je vais manger chez la deuxième femme parce que chez toi il y a toujours du monde et puis on doit toujours attendre pour pouvoir manger. Donc moi je vais manger chez la deuxième. Souvent même moi et mes copines on se départage. Moi je mange chez la deuxième, elle mange chez la première. Souvent aussi quand elles insistent jusqu'à je vais manger chez la première, mais quand je mange chez la première, bon, je mange parce que la première elle m'avait déjà remarqué. Tu t'en vas encore là-bas? Non, je lui dis, ah bon, ok maman, je vais manger chez toi. Et quand je viens manger chez elle, je paye un poisson de 25, elle peut mettre 3, 4 poissons. Aïe. Donc c'était comme ça au fur et à mesure jusqu'à... Et quand on partait vers la fin de l'année de la 5e année, et de la classe de 5e, on partait vers la fin de l'année, la deuxième femme a arrêté de vendre. Et quand la deuxième femme a arrêté de vendre, la première femme, elle a pris 2 femmes pour venir l'aider à vendre parce que ça marchait plus que jamais même. Souvent même là, on venait trouver, il n'y a plus d'attiqué. Il y a le poisson. On mangeait le poisson, on payait le poisson seulement, puis on mangeait. Souvent, tu viens trouver, c'est l'attiqué seulement. On payait l'attiqué, elle mettait le piment dessus, et puis on mangeait. C'était comme ça, jusqu'à qu'on allait en classe de 4e. Donc quand on allait en classe de 4e, c'était devenu comme la routine. Donc à force, parce qu'il y avait tellement insisté sur le fait que la femme bouge trop sa bouche, que mes copines disaient que non, que c'est mes histoires que j'aime voir là, qui me montent à la tête. Donc c'est pour cela que je me comporte comme ça. Donc au fur et à mesure, donc je ne parlais même plus de ça. Ça ne m'intéressait même plus. Donc quand on arrivait en classe de 4e, au début de l'année, DMG TV, je vous signale qu'il y avait d'autres femmes qui vendaient. Il y avait une dame qui vendait le pain. La dame qui vendait le pain, elle n'était pas la seule qui a vendu le pain. Il y avait au moins 3 femmes qui vendaient le pain ou 4 femmes qui vendaient le pain. Mais il y avait une aussi, son pain marchait. Et elle aussi a remarqué aussi les gens. À chaque fois, quand tu la dépasses, elle dit, toi, tu me dépasses. Il y avait une aussi qui vendait galette qu'on appelle galette croissant. Elle aussi, c'était pareil. Quand tu la dépasses, celle qui vendait les galettes croissants, elle-même, elle chassait les clients. Elle parlait mal, elle chassait. Souvent, mais tu viens trouver les galettes, elle te dit non, c'est fini, que quelqu'un a commandé. Elle parlait très mal. Donc, c'était comme ça à chaque fois. Et quand tu essaies de venir vendre pour faire la concurrence, à peine 3 mois, tu quittes là. Donc, c'était comme ça, elles étaient comme ça, les anciennes. Moi, je connaissais la femme qui vendait la ticket depuis le temps de mon grand frère. Mes grands frères qui m'ont dit que non, que la dame vendait la ticket, ça avait trop duré, elle avait trop duré là, donc c'était une ancienne. Donc je connaissais déjà la dame comme ça. Donc quand il y a eu l'entrée en 6e, que je suis allée dans le lycée, je connaissais déjà la dame. Mais je ne savais pas, il ne connaissait pas la remarque qui était sur elle. Genre pour la bouche là. Donc on était là au début de l'année de la classe de 4e. On était en classe et puis les gens commençaient à crier, oh, on a attrapé des sorcières. On a attrapé des sorcières, on a attrapé une sorcière, on a attrapé une sorcière. Tiens, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Aïe. Tout le monde commence à courir. Dans le lycée, surtout nous les élèves. Il suffit d'un petit bruit pour quitter la classe parce que midi, on n'aime pas rester en classe. Le coup même t'énerve et puis tu es en classe. Et puis il y a une occasion. Oh, faut nous voir, on courir pour aller au marché où les femmes vendent. Arriver là-bas, c'était la femme d'Atike qu'ils avaient attrapée. C'était un enfant de 6e qui venait à peine d'arriver dans l'école, qui a dit que la dame est une sorcière, que si elle n'arrête pas, lui, l'enfant, il va la tuer.
Tout le monde a arrêté. Il y a le monde. Les professeurs sont sortis. Le gardien même ne sait pas où attraper. Tellement il y a le monde. L'enfant menaçait la femme. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, maman, arrête ce que tu fais. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, je vais te terminer ici. La dame demandait, il a quoi l'enfant? Que non, il est voyant. C'est un voyant. Que non, voyant. L'enfant dit, c'est une sorcière. Et puis elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Si elle n'arrête pas ce qu'elle fait, que l'huile que vous voyez là, ce n'est pas de l'huile. L'huile que vous voyez là, ce n'est pas de l'huile. Et parmi ces filles qui vendent là, il y a 2 qui sont dedans. Pourquoi elle sait la teke? Vous choisissez le poisson, vous mettez sur la teke et c'est quelqu'un qui sait l'huile. Et quand la fille n'est pas là pour servir l'huile, pourquoi on est obligé d'attendre forcément la fille? C'est seulement que de l'huile, tu peux venir te servir, mais elle dit non, il faut que la fille vienne servir l'huile. La fille, les 2 filles en question sont ses filles. Donc, la femme est une sorcière. La dame ne voulait, la dame étant niée, l'enfant a commencé à marmonner des paroles. La dame est tombée. Et quand la dame est tombée, c'est là maintenant, les gens ont commencé à crier, oh, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Et l'enfant a commencé à dire, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle avait ses copines ici. C'est un groupe de sorcières ici. C'est un groupe de sorcières, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Quand elle vient vendre son attiqué, tous ceux qui viennent manger, oh, DMG TV, quand on va manger, souvent on n'a pas l'argent. Surtout moi-même. Aïe, moi j'avais fini à voler le poisson. Souvent même je n'ai rien sur moi. J'ai dit à mes copines, moi je ne mange pas le poisson, je n'ai rien. Me dit, allons on voler. On va. L'autre paie son attiqué, l'autre paie son attiqué. Moi-même je n'ai rien là. J'ai un plat déjà avec le poisson. Parce qu'elle vole, moi aussi je vole, je complète, puis on mange. Malgré que vous volez son poisson, vous ne lui donnez pas son argent. Mais tout le temps, elle est là, elle vend. Elle sait que vous volez. Mais le fait qu'elle vienne vendre ici, là, elle ne vient pas vendre seulement. Elle vient pour voler l'intelligence, la grâce. Comme ça, le futur des gens. Que c'est ça, elle vient chercher. Et souvent même là, elle peut prendre les trompes des filles qui est ça. Quand elle sait que non, tu vas avoir beaucoup d'enfants, elle prend tes trompes. Quand elle sait que non, tu seras riche, elle prend ta richesse. Quand elle sait que non, ton avenir sera grand, elle prend. Et puis, chose bizarre, quand elle voit que tu as la tête brûlée, la tête qui est difficile, elle cherche à faire l'amitié avec toi. Qu'il y a dans l'école, il y a des enfants qui voient. Mais le point que non, que ces enfants-là, ils n'arrivent pas à discerner. Et quand ces enfants viennent manger et que ces enfants ne veulent pas manger chez elle, elle va dans son royaume là-bas pour aller les dissuader. Pour que ces enfants-là viennent manger. Parce que c'est ces enfants-là qui donnent beaucoup. Tu lui donnes de la chance. Donc, c'est une sorcière. La dame était par terre, traînait. Elle traînait ses filles. Ses filles étaient jetées par terre, transpiraient. La dame me transpirait partout. Elle traînait. Et DMG, nous on était là comme ça, on était dépassés. Les professeurs mais qui commandaient l'article, quand on voyait dans les salles de profs, tout ça là, ils étaient dépassés. Donc, les profs ont commencé à crier sur nous pour dire non de rentrer en classe, que c'est une histoire de rentrer. Les professeurs ont commencé à chasser, puis on est rentré en classe. Beaucoup ne sont pas rentrés, mais nous, comme ça, on est rentré en classe. Parce qu'on était encore. Donc, on est rentré en classe. Et après le cours, on est rentré à la maison. Le lendemain, la dame n'est pas venue. Et la dame qui vendait le pain aussi n'est pas venue. Celle qui vendait le croissant aussi n'est pas venue. C'est là maintenant qu'on a commencé à comprendre que vraiment, c'était un camp de sorciers qui était dans l'école. L'école est là, hein. L'école s'appelle l'école municipale de Koumassi. L'école est là. Ouais, DMG, excuse-moi si j'ai donné le nom. Mais j'ai donné le nom là pour que non, mes copines se reconnaissent. Parce qu'elle aussi, elle peut venir témoigner. Hein? Donc, c'est ce qui se passait dans la morale de l'histoire de M. DMG TV. C'est que les parents qui envoient les enfants à l'école là, qui prennent la peine de demander ce qui se passe
à l'école. Genre, comment l'enfant fait pour manger, qu'est-ce qu'il mange. Voilà, qu'est-ce qu'il mange. Parce que les parents donnent le déjeuner et puis ils te disent, va à l'école. Mais l'enfant va manger des feuilles que tu ne sais pas. L'enfant va payer tel truc que tu ne sais pas. Tu ne prends même pas la peine de demander ce que l'enfant mange. Mais toi, tu donnes l'argent et puis l'enfant va. Oh, c'est une histoire c'était en 2015, 2014 et 2015. Hein. 2014-2015. C'est une histoire comme ça qui s'est passée là-bas. Et malgré que non, l'enfant a dit que la dame était sorcière et puis il avait dévoilé. On n'a plus revu la dame. L'histoire, on ne sait même plus comment ça s'est passé. C'est resté comme ça. Et puis moi, je suis quittée là-bas en classe de seconde. Donc, c'est la morale de faire attention. Les parents, faites attention. Quand vous donnez de l'argent à votre enfant, essayez de demander ce qu'il mange. Et puis, essayez de vous renseigner un peu. Là où il mange, on ne sait jamais. Hein? Et qu'il prie sur la nourriture avant de manger. Surtout qu'il prie dessus avant de manger. C'est important qu'il prie dessus. Parce que moi, j'avais remarqué la dame là. Plusieurs fois. Que non, la dame n'est pas claire. Sa bouche qu'elle fait là n'est pas claire. C'est là maintenant mes copines me disent, toi, tes yeux attrapent les sorciers. Il dit, ah, je vous avais dit non. Que la dame n'était pas claire. Que sa bouche qu'elle faisait là, c'était pas simple. Vous m'avez dit non, c'est faux, comme ça. Aujourd'hui, la voici. Hein? Depuis ce jour. Depuis ce jour. Donc, c'était mon histoire. Merci beaucoup. J'espère que non, ça va servir à d'autres personnes. Merci. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la famille DMG. Me revoilà vous conter une autre histoire. Une histoire que moi-même j'ai vécue. Qui prouve que Dieu existe. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent dans nos vies. Il entend tout, il voit tout. Il peut tout régler quand il veut. Il y avait une femme, vraiment, une femme très pauvre avec son mari qui vivait dans notre quartier. Elle vit toujours ici. Je ne vais pas dire de son nom. On va dire Sophie, voilà. Il y avait Sophie. Sophie avait eu un bébé. Fille, c'était la première fille. Elle était très contente. Quand elle a eu son bébé fille, elle est rentrée à la maison. Elle a remarqué sa fille 5 jours que le bébé n'a pas fait caca. Et normalement, on connaît nous les mamans. Les bébés, les petits bébés là, ils font des caca noirs comme ça quand ils naissent. La première semaine. Alors, elle a vérifié. Elle a remarqué que son bébé n'avait pas d'anus. Son bébé n'avait pas d'anus. Elle n'était pas née avec anus. Alors, elle a couru à l'hôpital. Elle a montré aux sages-femmes. Alors, on a dit qu'on allait l'opérer. Mais elle était très pauvre. Et son mari. Alors, nous avons demandé à son mari de donner photocopie de son carte d'identité pour garantir. Comme ça, ils pourront payer petit à petit. On a opéré l'enfant. On a ouvert son intestin là qui donne le caca. On a ouvert ça sous les côtes. Alors, elle est rentrée pour essayer de retrouver encore de l'argent pour pouvoir faire les autres opérations. Parce que cette opération, c'est très compliqué, cette maladie. C'est étape par étape qu'on fait. Alors, elle était très pauvre. Elle était là dans le quartier, en train de passer partout pour demander. Moi, je n'avais pas encore vu la maladie, cette opération. Quand un jour, j'entrais dans la chambre de mon beau-père et je l'ai surpris en train de montrer à mon beau-père l'opération de son bébé pour qu'il puisse l'aider. Quand j'ai vu ça en tant que maman, j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment attristée. Ça doit être très dur, je me suis dit, pour une mère de regarder toujours son enfant comme ça, souffrir comme ça.
faire caca sur le côté, sur les côtes comme ça. C'est très triste. Ça m'a très bouleversée. Et quand elle est partie, j'ai appelé les autres femmes de la maison. On était 5. Je leur ai dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Même si nous, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sorte, qu'on fasse porte à porte. Leur expliquer ce qui se passe et que tout le monde cotise pour qu'on l'aide. On est des femmes, on est des mères comme elles. On a des enfants. Si quelque chose nous arrivait comme ça, si nous, on n'avait pas d'argent, on aimerait bien que quelqu'un nous aide. Tout le monde était d'accord. Toutes les femmes étaient d'accord. Alors on a pris un soir comme ça. On est sorti. On a demandé la permission à Sophie. Sophie était d'accord. Alors on est parti. On a commencé à faire porte à porte, leur expliquer la maladie et le problème. Il y a les gens qui donnaient de l'argent. Il y en avait qui donnaient beaucoup d'or, il y en avait qui donnaient un peu, il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Mais toujours, tout le monde était compatissant. Tout le monde était compatissant parce que c'était vraiment triste. Ils étaient tellement pauvres. Tellement pauvres. Alors, on a fait des porte-à-porte, jusqu'à on est entré dans une maison. C'était une grande maison. C'était d'ailleurs les cousins de mon mari qui vivaient là-bas avec leurs femmes. C'était une grande maison. On est entré là-bas, on a fait porte-à-porte, la même chose. Il y en a qui donnaient de l'argent, il y en avait qui donnaient un peu, il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Mais ils étaient toujours compatissants. Et disaient vraiment des mots et faire des prières pour l'enfant. Mais tout le monde était vraiment touché. Jusqu'à on est entré dans un appartement, il y avait 2 femmes. La première femme et la deuxième femme. On est des musulmans ici. La première femme et la deuxième femme. On est entré. On est d'abord parti chez la première femme. Parce que la porte de la deuxième femme était fermée. On est parti chez la première femme. On a parlé. Elle nous a donné un peu d'argent. On était en train de partir. Elle nous a dit il faut passer dans la chambre de la deuxième femme. Parce qu'elle est entrée là-bas, qu'elle est là-bas. Mais elle nous entend. Elle va se fâcher contre vous. On était en train de tout rigoler comme ça. Elle va se fâcher contre vous si vous n'entrez pas là-bas. On a dit ok. On a toqué la porte. Elle a dit entrez. On est entré. On est entré. On était en train de distribuer un peu. On a vu, elle était enceinte. Elle devait avoir 5 mois, comme ça. Elle était en train de regarder la télé. On l'a saluée et tout. Elle était tout silencieuse. On l'a saluée et tout. Alors, on lui a expliqué pourquoi on était là, la maladie de l'enfant, les conditions financières de ses parents et tout. On lui a tout expliqué. Mais, ce qu'elle a fait, elle s'est levée. Imaginez ce qu'elle a fait. Elle nous a foutu dehors. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement levée et passée devant nous comme ça. Quand elle est arrivée jusqu'à la porte, elle a ouvert la porte. Elle nous a regardés. On a compris, on a sorti un peu. Mais la façon qu'elle a frappé la porte, on a sursauté. Elle a fermé sa porte et elle est allée regarder sur la télévision. Je vous dis qu'on était choqués. Pour être choqués, on était bien choqués. On est resté devant la porte 5 minutes sans parler, avec la bouche ouverte, tellement qu'on était choqués. Et on est parti. Sur la route, on était tellement choqués qu'on ne pouvait même plus parler. La façon dont elle nous a traités, elle nous a foutu carrément à la porte. On s'est demandé comment une maman peut être aussi insensible. Je ne sais pas, tu ne peux même pas donner, tu peux garder ton argent, mais au moins tu peux dire quelque chose. Pourquoi nous foutre à la porte? Alors on a dit, on laisse à Dieu le soin de régler ça. On est parti. On l'a aidé, cette femme,
on l'a aidée. Vraiment, elle a fait toutes les opérations. Il y a même les Blancs qui l'ont pris en charge. Elle et ses enfants, tous ses enfants, ils ont mis à l'école les enfants, ils ont payé tout vraiment. Jusqu'à maintenant, ces Blancs continuent de l'aider. Mais, bizarrement, quand il y avait, je dirais, 8 mois et ça. Vraiment, 8 mois, oui. 8 mois. À 8 mois, après, une de mes copines est allée au marché, elle est revenue. Elle m'a dit, elle est revenue, elle a dit, j'ai oublié de te dire quelque chose. Elle a dit quoi? Elle m'a dit, est-ce que tu sais que j'existe? J'ai dit, oui, très bien, j'existe. Tu te rappelles de cette femme qui nous a mis à la porte quand on faisait les porte-à-porte pour amener de l'argent à Sophie? J'ai dit oui. Elle m'a dit elle a eu son bébé. J'ai dit ok. Elle a dit tu ne devineras jamais ce qui arrive à l'enfant. J'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que l'enfant est né avec la même maladie que l'enfant de Sophie. L'enfant pour laquelle on était allé chez elle, qu'elle nous a foutu à la porte. L'enfant, son enfant même. Quand il est né, l'enfant n'est pas né avec anus. Lui aussi. J'ai été choquée. Et j'étais vraiment choquée. J'ai dit non. Je suis allée enquêter, demander, on m'a répété la même chose. Et on m'a dit, en plus, quand l'enfant est né sans anus, quand elle est partie, qu'on lui a ramené, comme on a fait avec l'enfant de Sophie, l'intestin ici, sous les côtes, pour qu'il puisse faire ses déchets là-bas. À part cette opération, l'enfant n'arrive même plus à faire d'autres opérations. À chaque fois que les médecins lui donnent rendez-vous pour faire son opération, ils vont être peut-être, par exemple, 12 femmes pour faire l'opération. Les 9 peuvent faire l'opération tranquillement, partir avec leur bébé. Mais à chaque fois que son bébé, on pose l'enfant sur la table d'opération, le courant se coupe. Il y a coupé le courant. À chaque fois que l'enfant, son rendez-vous vient, l'enfant qu'on pose sur la table d'opération, il y a coupé le courant. Ou l'enfant développe rapidement une fièvre d'urgence. L'enfant n'arrive pas à faire d'autres opérations. À chaque fois qu'on pose l'enfant sur la table d'opération, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Jusqu'à son enfant, malheureusement, est décédé. Jusqu'à son enfant est décédé. Je leur ai dit que le Seigneur lui donne des opportunités de regretter son geste. À chaque fois qu'on pose l'enfant, il y a coupé le courant. À chaque fois, c'est le Seigneur qui lui donne des opportunités de regretter son geste pour guérir son enfant. Elle ne l'a pas fait. Jusqu'à l'enfant est décédé. Alors, ne croyez pas que le Seigneur n'écoute pas ou non. Il est présent, il est là. Il est avec nous à chaque fois, à chaque pas qu'on fasse. À chaque fois, pas qu'on fait. Le Seigneur est là. Il va tout régler. Je suis vraiment choquée, cette histoire m'a choquée. Ça va bientôt faire 10 ans. Mais je n'oublierai jamais cette histoire. Ça nous prouve que le Seigneur est là, il attend tout. Alors, c'était mon histoire. Bonne soirée à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00. Surtout ceux qui n'ont pas encore liké, allez liker la vidéo, laissez un commentaire, même hors du live chat là. Allez laisser un commentaire là-bas aussi. Merci, c'est important. Voilà.